fondamentalement, bon, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, donc il ne faut pas se masquer, c'est que les peuples européens ne veulent plus. Il y a un rejet. Quand Angela Merkel avait dit, dans le conflit qui avait lieu donc, au Moyen-Orient et notamment en Syrie, en disant « venez mes petits », elle a perdu le pouvoir. Et elle a fait rentrer donc, au Bundestag l'AfD, qui est un parti extrêmement, là encore, chaleureux et accueillant. Donc, et ce que l'Europe ne dit pas, mais ce qu'elle est en train de faire, donc on en parle dans notre livre, Frontex auparavant, donc l'organisme pour pouvoir surveiller les frontières, Frontex, il devait y avoir quelques centaines de personnes pour pouvoir vérifier ce qui se passait au niveau de la frontière extra-européenne. Et là, bon, ils ont prévu d'augmenter de façon significative et ils ont décidé, sans le dire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de donner de l'argent donc, à certains pays africains, l'Érythrée qui est un pays là encore extrêmement ouvert avec le dictateur, et donc on lui donne de l'argent et maintenant on lui dit tu t'en occupes. Et quand les gens vous parlent parce que pousser les gens donc, à l'émigration, donc qu'une ONG dise on va essayer de faire les choses, mais la réalité c'est une horreur. Quand vous lisez certains parcours, donc les routes sont coupées, donc il y avait des gens qui profitaient bien entendu de façon importante, notamment le Niger, et donc vous aviez des routes qui étaient là, avec des tracés, tout le monde passait, tout le monde était là, maintenant c'est interdit parce que c'est les pays eux-mêmes, donc on verse de l'argent. On a fourni donc à la Libye 3 corvettes pour pouvoir essayer de surveiller donc maintenant la Méditerranée. Et donc je vous dis, alors le problème c'est que le réflexe sécuritaire n'est pas une solution, puisque je vous ai cité l'exemple de ce qui se passait à Mayotte. Mayotte est la représentation de ce qui nous attend. Et donc le seul moyen, c'est quoi? C'est le développement. Il n'y a pas d'autre solution. Je prends l'exemple, dans notre livre, on cite l'exemple du Vietnam, avec ce qu'on appelle les Viet Kieu. Donc pour ceux qui sont plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais moi je le connais bien puisque j'ai adopté 2 petites filles au Vietnam. Et donc le Vietnam s'est effondré. Et donc vous avez un mouvement de population, il y avait les fameux Boat People qui étaient là. Et aujourd'hui les Viet Kieu, c'est quoi? Ce sont des Vietnamiens qui retournent au Vietnam, qui retournent... alors c'est pas les Viet Kieu pour le Laos ou le Cambodge. Et donc il y a un retour parce qu'il y a de la croissance. Pourtant c'est un régime pourri, c'est un régime corrompu, mais il y a de la croissance. Et il y a donc de l'espoir. Donc il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire les problèmes sécuritaires, parce qu'on voit les risques que ces gens prennent, et donc le désert est en train de se transformer comme un cimetière, parce que maintenant, ils ne passent plus par les routes traditionnelles, et donc ils partent dans le désert, et puis vous avez une panne d'essence, et là vous êtes sûr, vous crevez sur place. Donc on parle de la Méditerranée, mais on oublie. Et donc pousser les gens. Et alors quand vous regardez la dynamique d'émigration, vous apercevez que lorsque la croissance augmente, dans une première phase, elle augmente le processus migratoire. Et ceux qui migrent, bien entendu, ce sont ceux qui sont les plus formés ou ceux qui ont le plus d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un pillage, finalement, en termes de population, et on les laisse, les pauvres. Donc, je pense qu'il faut... Le tout sécuritaire ne résoudra pas le problème. Et donc, on va en parler de plus en plus. Si vous rajoutez la problématique du réchauffement climatique, le réchauffement climatique, on est en train de le vivre. Ça se fait. Donc, vous commencez à avoir des mouvements migratoires, il va y avoir des problèmes d'eau, vous allez avoir des conflits d'eau. On est en train de le vivre. C'est maintenant, c'est en train de se passer, aujourd'hui. Et donc, si on ne prend pas conscience de ce phénomène, Jancovici, qui travaille là-dessus, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, et sur combien de CO2 on a quand on fabrique un ordinateur et autres, il a la même thèse que moi. C'est-à-dire que ou bien on résout ces problèmes, ou bien nous allons avoir des dictatures partout, et l'Europe va s'effondrer. D'accord? Donc excusez-moi d'être extrêmement pessimiste, mais c'est la voie dans laquelle on va se trouver. On le voit très bien, hein, ce qui s'est passé en Italie, avec le mouvement 5 étoiles et Villani. C'est ça, c'est la Ligue. Oui, la Ligue. Et bon, Salvini. Voilà. Salvini se rapproche de Poutine. Et quand vous voyez leur discours, je vous assure, c'est pas extraordinaire. Sauf que les Italiens, on les a laissés tout seuls à essayer de résoudre ce problème. Donc le truc, il est en train de faire tache d'huile un peu partout. Vous prenez les pays d'Europe du Nord. Les pays d'Europe du Nord, moi je suis maintenant suffisamment vieux pour me souvenir l'ouverture de ces pays,
vous avez des mouvements des associations avec des groupes d'extrême droite qui sont en train de fleurir partout. Et ils ne vivent pas en Europe du Nord, en Finlande, on vit bien. Hein. En Suède, on vit bien. Hein. Au Danemark, on vit bien. Donc, ou bien on prend conscience de ça, et la particularité, et j'en parle dans le premier chapitre, ou bien on comprend comment fonctionne Homo sapiens, c'est-à-dire qu'Homo sapiens est naturellement raciste. Et donc, moi, ma référence, j'adore Diamond, qui est justement qui fait de la biogéographie, où je me suis inspiré pour pouvoir expliquer la grande différence des inégalités qui s'est créée entre l'Afrique et le reste du monde. Diamond, il a été voir ce qui se passait en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous voyez comment c'est situé, vous avez des grandes montagnes, avec une forêt qui est d'une densité, il y a énormément de pluie, et donc on pensait que c'était pas habité au milieu. Et donc quand on a découvert en 1930, lorsqu'on a pu survoler donc, les vallées intérieures, que c'était peuplé. Et donc il a été voir lui sur place, il a été parler aux Papous, les fameux réducteurs de tête, et donc c'est les mêmes ethnies. C'est exactement, il n'y a pas de différence, on va dire, physique. Donc le racisme, il n'est pas uniquement ethnique. C'est l'autre. L'autre, c'est l'étranger. Et donc, qu'est-ce qu'il expliquait? Donc, vous aviez des petits territoires qui faisaient 50 km², qui étaient extrêmement petits. Et puis, dès que les mecs franchissaient ce territoire, ils étaient coupés en rondelles. Bon, des fois, ils piquaient un peu les femmes. Mais c'était naturel de rejeter l'autre. Et donc, ne pas comprendre ça, c'est-à-dire que Homo sapiens est naturellement raciste, et Homo sapiens, je vous dis, a une particularité, c'est que quand il a conquis le monde, ça ne s'est pas toujours bien passé. Et donc, ne pas avoir conscience de ça, c'est faire une erreur stratégique sur le devenir futur du monde. Vous prenez la conquête de l'Australie par les Anglais, vous prenez la Tasmanie. La Tasmanie, en 1930, vous aviez des primes lorsque vous abattiez donc un indigène sur place. Et donc, ils les ont tous tués. Il n'en restait plus il n'y avait plus qu'une femme. Diamond en parle dans son livre. Donc, je vous le dis, là, et donc, pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que, à chaque fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, mais j'essaye de détecter des sujets qui sont des sujets qui vont être fondamentaux pour le futur, c'est-à-dire, ou bien on essaye de les résoudre, mais bon, vous voyez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une vision à très court terme, et bon, bah, on ne fait pas toujours ce qu'il faut. Alors, dans notre livre, on a un passage sur la Chine, et donc la Chine, bien entendu, dans des systèmes corrompus, la Chine est un vrai problème, puisqu'elle ne demande pas aucune garantie. La seule chose qu'elle veut, c'est exploiter les mines et extraire donc les matières premières, comme nous on l'a fait probablement à une certaine époque. Et puis la Chine, quand elle vient sur place, elle vient avec ses Chinois, avec ses ouvriers. Donc si vous prenez par exemple l'Algérie, vous avez un taux de chômage de 40%. Et donc vous avez des gens qui vivent dans des structures fermées, et c'est eux qui font les routes. Donc il commence à y avoir des contre-réactions, et surtout les Chinois ont compris qu'ils n'étaient plus toujours les bienvenus. Donc on l'a bien vu au Zimbabwe. Donc il y a eu un coup d'État qui a été renversé parce que le précédent président, qui n'était pas tout jeune, avait essayé de virer les Chinois. Et donc ils sont venus et ils ont viré l'ancien président pour pouvoir avoir la mainmise, bien entendu, sur les mines. Donc on a un vrai problème. Et quand vous regardez finalement l'aide au développement, on s'aperçoit que l'aide au développement, lorsqu'il se développe de façon trop importante, a tendance à favoriser la corruption. Alors, l'aide au développement, il permet quand même de construire des hôpitaux, il permet de construire des routes, etc. Mais une partie tellement importante de l'argent est détournée. Et donc, je vous ai dit, le problème du détournement, en Chine, c'est la même chose. En Asie du Sud-Est, c'est exactement la même chose. Sauf que le problème, c'est que le gâteau, il est tout petit. Et donc, il n'y a pas grand-chose à se répartir. Vous prenez un pays comme le Mozambique, non, l'Ouganda, avec la famille Dos Santos. Une famille, alors avec les copains autour, ils avaient accaparé 40% de la richesse. Donc il y a eu un coup d'État. Alors des fois on se dit il y a eu un coup d'État, donc ils vont arranger les choses. Et donc là il y a des tensions. Et donc ce qu'essayent de faire les Chinois, c'est de plus en plus s'associer avec les Occidentaux
de façon pas être en première ligne. Et alors je répète sur le problème des routes de la soie. Les routes de la soie, c'est quoi? C'est exactement la même problématique qu'on a eue en Chine, c'est-à-dire c'est de l'investissement, et c'est là où la problématique va avoir lieu, c'est-à-dire que c'est les infrastructures. Les infrastructures, la rentabilité et le retour sur investissement est très faible, mais surtout, vous n'avez pas de dividendes. Pourquoi les Japonais, qui ont une dette qui est extrêmement importante, qui permet malgré cette dette extraordinaire importante, c'est qu'ils ont délocalisé, et aujourd'hui, ils ont des retours de dividendes qui leur permettent d'avoir une balance des paiements. En Chine, aujourd'hui, les routes de la soie, c'est quoi? Vous faites des routes, vous faites des chemins de fer, ça va rapporter quoi à la balance des paiements chinoise qui est en train de s'effondrer du fait du vieillissement de la population? Et donc vous prenez l'exemple, par exemple, en Éthiopie, où ils ont construit ce fameux train là qui va d'Addis Abeba, je prononce mal, jusqu'à Addis Abeba. Voilà. Et c'est sous-utilisé. Et je prends le bon exemple de ce que les Échos mettaient ça en première page, le fameux pont qui a été construit entre Macao et Hong Kong. 52 km. 52 km. Donc c'est quoi? C'est du béton, c'est de l'acier, et le pont a été ouvert. Le taux de fréquentation, c'est 20% des estimations. Donc il n'y a personne sur ce pont. D'accord? Vous prenez le deuxième exemple. J'ai été voir au Laos, donc ils sont en train de construire donc, un chemin de fer qui va du sud de la Chine et qui devrait relier, donc traverser le Laos, un pays qui est extrêmement montagneux, donc ça coûte une fortune, et relier la Thaïlande. Ça va endetter le Laos de 120% du PIB. Ça ne sera jamais remboursé. Vous avez l'exemple de ce qui s'est passé à Ceylan, où ils ont investi dans le port. Donc après, alors est-ce que c'est machiavélique? Est-ce que derrière, il n'y a pas une capacité justement à essayer après de récupérer? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait donc, dans ces cas de faillite? Ils récupèrent la concession, mais ce n'est pas parce qu'ils récupèrent la concession que ça sera rentabilisé. Donc on est véritablement dans une espèce de fuite en avant. Et en Chine, à la différence de ce que font les Européens, la Chine, elle a besoin de nourrir sa population et elle a besoin des mines. Les Européens, ils ont quand même une vision un petit peu des droits de l'homme. Et donc c'est très compliqué. La solution, c'est qu'il faut que les Africains qui sont formés ici en Europe, aux États-Unis, retournent en Afrique. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution, ils sont formés et autres. Sauf qu'il faut les accueillir, il faut fondamentalement qu'ils arrivent, parce que quand les gens ils vous disent « ouais, mais on va sur place », c'est tellement corrompu, c'est tellement compliqué, etc. Mais il n'y a pas d'autre solution. Oui, non. Et donc après, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans mon livre, vous avez 54 pays, donc des différences énormes selon les pays. Donc faire une conclusion, donc il y a certains pays qui vont bien entendu mieux s'en sortir que d'autres. Alors, l'aide au développement a plutôt baissé. Avec Trumpy, les choses vont plutôt dans la mauvaise direction. Donc, j'ai exprès, je dis Trumpy parce que quand même, ça correspond bien au personnage. Et malheureusement, que ça soit dans les infrastructures, donc l'électricité, l'eau potable, etc., ça n'avance pas vraiment. Donc, et puis, je vous dis, la progression de la population dans certaines zones est tellement importante, les gamins sont 120 par classe. Donc il faudrait créer une classe toutes les semaines. Et donc derrière, il faut aussi former des gens pour pouvoir transmettre le savoir. Pour le moment, c'est-à-dire qu'à l'initiative un peu de la France, il faut que l'initiative elle soit européenne. C'est-à-dire qu'il faut, comme vous dites, qu'elle soit concentrée, qu'elle ne soit pas éparpillée. Fondamentalement, il y a une espèce de compétition sur place, et on le voit dans l'aide au développement. Je cite l'exemple du Libéria. Donc, Libéria qui est une guerre civile abominable, etc. Et quand ils ont eu le classement en termes de richesse, on va dire plutôt de pauvreté, puisqu'ils sont parmi les derniers, parmi les plus pauvres au monde. Et donc, quand ils ont eu leur classement, on confirmait qu'ils étaient extrêmement pauvres. Toute l'élite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert le champagne parce qu'elle savait qu'il y allait avoir de l'aide au développement.
D'accord? Et si on va plus loin dans l'aide au développement, moi je suis donc ingénieur agronome, donc j'ai une sensibilité. Lorsque vous aidez, donc vous envoyez notamment dans des zones instables, vous envoyez de l'aide alimentaire, cette aide alimentaire en partie est détournée, elle est vendue sur les marchés, et comme elle est vendue, puisqu'elle est donnée gratuitement, elle rentre en compétition avec l'agriculture vivrière sur place, et donc elle finit par détruire le peu d'agriculture qu'il y a sur place. Donc vous voyez à quel point c'est d'une grande complexité pour résoudre le problème. Mais globalement, vous prenez par habitant, l'aide au développement a baissé de façon extrêmement significative parce que la population croît beaucoup trop vite. Alors c'est pas que les Chinois, hein. Les Indiens s'y mettent, etc. Et notamment donc toute la région autour de l'Éthiopie avec le Grand Barrage, autour du Niger ou autre, c'est les chiffres qui sont significatifs. Alors, ce qui se passe derrière dans l'investissement purement agricole, souvent c'est purement spéculatif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils virent donc les gens qui sont sur place, le gouvernement s'en met un petit peu dans la poche, et puis on met quelques infrastructures, et donc ça dégage une plus-value, et puis après ils revendent ça, puis ils s'en foutent de savoir ce qui va se passer derrière. Voilà. Pour revenir sur l'agriculture, hein, la priorité aussi est donc une agriculture vivrière, une agriculture familiale, mais il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des silos. 30% des cultures pourrissent dans les champs, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'acheminement ou de stockage vers les marchés. Donc là encore, c'est une priorité pour pouvoir essayer de développer l'agriculture. Mais donc, voilà. Sur la partie de la colonisation anglaise que je connais moins bien, mais pour parler de la France s'est arrangée pour pas qu'il y ait des développements d'une élite africaine. Et donc derrière, bien entendu, la décolonisation, quand vous n'avez pas d'élite pour prendre le relais, ça ne peut pas marcher. Et donc il y a une responsabilité, bon, alors, sachant qu'il s'est quand même passé un certain nombre d'années depuis la décolonisation. Donc je pense qu'il y a une responsabilité maintenant quand même qui est un peu partagée aussi avec les Africains. Alors pour revenir sur le Cameroun, j'en parle quand même dans mon livre, et puis à la fin vous avez énormément de statistiques sur tous les pays d'Afrique. Et donc le Cameroun, vous avez au nord la problématique avec Boko Haram. Et donc au départ, Boko Haram c'était uniquement sur la partie au Nigeria, et c'est en train de se propager donc, du côté du Cameroun. Et puis vous avez vers le sud donc la partie qui avait été récupérée au moment de la Première Guerre mondiale, où donc les Allemands ont été exclus de l'Afrique, et qui est une partie anglophone. Et donc vous voyez bien l'arbitraire, c'est-à-dire que vous avez cette partie anglophone qui demande son indépendance, et il y a la violence qui se développe. Mais pourquoi il y a de la violence aussi qui se développe? Parce qu'il n'y a pas de développement. On en revient toujours à la même question. Donc la responsabilité, elle existe. Et alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que les dirigeants africains, eux, maintenant, réclament, et on en parle énormément donc, dans un chapitre de notre livre, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on change des frontières. Ils ne veulent surtout pas qu'on change des frontières. Ils considèrent que c'est un acquis historique et qu'il ne faut pas bouger, alors que, fondamentalement, mais ce qui est propre à l'Afrique, vous le voyez, tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, vous prenez l'exemple de l'Irak, entre les sunnites et les chiites, la façon dont on aurait mis les sunnites et les chiites d'un côté, on n'aurait pas eu le conflit qu'on a aujourd'hui. Alors si on prend le Maghreb, donc oui pour le Maroc, l'Algérie, peut-être. Pas peut-être, c'est l'Algérie. Ben, pourquoi pas, mais bon, c'est pas mal parti. Hein. C'est mal parti. Ça bouge. Oui, ça bouge, mais je pense que c'est... Alors, soyons optimistes en se disant, on a bien vu comment ça s'est passé les révolutions arabes. Hein. Regardez la Tunisie. Hein. Et donc la Tunisie, elle a un mal fou à s'en sortir, alors que ça fait partie des pays qui pourraient être les plus développés et autres. Donc là, je continue donc, sur l'Afrique du Nord et l'Égypte. L'Égypte, il a un problème de surpopulation. Sur mon livre, ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est extrêmement intéressant. Vous avez une photographie, pas aérienne, mais
ici de l'Afrique en pleine nuit. Donc, vous voyez, vous avez l'Europe qui est au nord, et on s'aperçoit, donc là, vous voyez, une forte densité dans l'Europe du Nord, la Belgique, la Hollande, énormément dans l'Italie du Nord, vous avez aussi autour du Grand Londres et autres. Et là, vous voyez, regardez, le Nil. Donc vous avez 100 millions d'habitants qui sont concentrés sur cette parcelle avec cette problématique que je vous ai expliquée du Nil où en amont ils sont en train de piquer toute la flotte. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc c'est un pays qui a un mal fou, donc il y a une balance des paiements qui est déficitaire, mais comme beaucoup de pays africains. Et puis là vous avez un peu le Nigeria. Et donc un des moyens notamment de voir le développement, parce que souvent on n'a pas les bonnes statistiques, uniquement par le rayonnement et l'évolution du rayonnement des émissions d'électricité, vous arrivez à voir la croissance des zones géographiques. Et notamment le développement d'Internet et autres, on arrive à voir lorsqu'il se met à un endroit avec l'électricité qui vient et donc avec le rayonnement. Donc oui pour le Maroc. Sur les terres rares, donc, il y a eu le prix Turgot a été donné donc, sur le livre La guerre des terres rares. Et donc j'ai lu le livre. Donc je me suis informé. Et alors, excusez-moi, on va dériver un peu. Bon, des terres rares, il y en a beaucoup partout sur la planète. Il y en a partout. Les terres rares, c'est essentiel pour la 4e révolution et la 3e révolution industrielle. Donc vous en trouvez dans les téléphones, etc. Et donc, il y a pas mal de terres rares, bien entendu, en Afrique. La problématique des terres rares, et ça, il faut que les gens ne le savent pas, c'est un niveau de pollution inimaginable. Et donc, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Deng Xiaoping qui a décidé en disant ils ont énormément de réserves de terres rares qui est au sud de la Mongolie. Et ils ont décidé de laisser crever toute une partie de la population qui est à cet endroit-là. Et la France a énormément de terres rares, et notamment Ron Poulenc produisait des terres rares au début des années 80, mais c'est tellement polluant, qu'est-ce qu'on a fait? On a délocalisé vers la Chine. Et la Chine a fait le pari derrière de dire on va faire donc, des terres rares, et donc ils produisent 90% des terres rares, et en faisant un chantage derrière, en disant bah, nous, on vous fournit les terres rares, mais vous vous installez, vous nous donnez la technologie. Donc ça a marché dans un premier temps, mais on va avoir un besoin d'une telle quantité de terres rares, et les terres rares ne sont pas la solution du futur. Pourquoi? Parce que les terres rares, c'est encore plus polluant. Donc les terres rares, par exemple, pour la voiture électrique, c'est encore plus polluant. La solution dans le réchauffement climatique, c'est pas la 4e révolution, c'est le low-tech. Donc c'est faire des moteurs à 1 litre, moteur à explosion. Mais et c'est un oxymore, hein. Donc dites-vous bien que la voiture électrique, c'est une catastrophe en termes de pollution. Dans toute la chaîne, moi j'ai été voir ce qui se passait au Pérou, en Argentine, dans tous ces coins-là, il y a des terres rares. Le recyclage qui serait possible, ça coûte trop cher. Donc les Japonais qui ont été mis dans un squeeze donc en 2013, et donc l'Afrique, il y a beaucoup de terres rares. Mais là, à la limite, on va exploiter, et on voit ce qui se passe dans certaines mines. Bon, les gens sont exploités de façon abominable. Donc ils vont, la République démocratique du Congo a un nombre incroyable de terres rares, et tout ça est entretient donc des ethnies et des milices où ils se foutent sur la gueule. Et donc les grands groupes internationaux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer la matière, mais peu importe ce qui se passe sur place, et donc qui financent ces milices. Donc les terres rares, je vous dis franchement, c'est pas la solution. Mais on va y aller. Hein. Je vous ai donné une réponse, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un marché unifié. C'est la première des solutions les plus immédiates, sauf que vous avez eu combien de temps on a mis en Europe pour pouvoir se mettre autour de la table, et donc c'est pas simple. Au niveau de l'industrie, qu'est-ce qui s'est passé? L'industrie, ça représente entre 5 et 10% de l'Afrique. Et donc, énormément de pays d'Afrique sont atteints de ce qu'on appelle la maladie hollandaise. Alors, c'est quoi la maladie hollandaise? Quand vous êtes producteur de matières premières, et notamment avec l'envolée des prix dans la dernière période, vous avez des flux
d'argent qui arrivent et qui font monter votre monnaie. Là-dessus, les Chinois arrivent avec des produits qui vendent des fois à perte ou quoi que ce soit. Et donc, le peu d'industrie qu'il y avait a été détruite par ce contexte de maladie hollandaise pour les pays producteurs de matières premières. Alors, quand vous dites, et moi je suis très embêté quand j'ai sorti ce livre, parce qu'on va me dire, mais qu'est-ce qu'il est pessimiste? Vous comprenez bien qu'il y a tout à faire. Donc c'est ce que j'ai mis en quatrième de couverture, c'est ou bien, fondamentalement, vous avez un PIB par habitant qui est de 1050. Donc il suffit de pas grand-chose pour pouvoir dégager les énergies, mais ce pas grand-chose, visiblement, on a beaucoup de mal. Les investisseurs ne mettent pas l'argent en Afrique, ou de moins en moins. Ils ont mis un petit peu l'argent quand il y a eu ce boom des matières premières, et donc on a cru que l'Afrique allait décoller. Donc je vous dis, ça peut être extraordinaire. Vous prenez l'exemple de l'Éthiopie, vous avez un renversement de gouvernement, il y a un type qui arrive, il fait la paix avec l'Érythrée, où ils ont été en guerre pendant je ne sais pas combien de temps. Il est en train de modifier, il est en train de privatiser une partie, et de façon à maintenir les oligarques, parce qu'il y a ceux qui veulent conserver, donc il va permettre à ces oligarques de s'enrichir, mais qui va permettre aussi une croissance. Donc prenez ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, quand on départ de pas grand-chose, et je reprends l'exemple de la Chine c'était 1% du pouvoir d'achat des États-Unis. Il suffit d'une petite étincelle, et on le voit très bien dans les pays en pré-transition, mais ce qu'il faut, c'est que cette richesse, elle soit quand même convenablement répartie. Et puis, il y a des priorités, je vous dis, l'eau, l'électricité. Tant qu'on n'aura pas l'électricité, c'est quand même le développement, il n'est pas évident.